Bonjour les néocampagnards. Ça y est, ça sent l'automne. On en a fini avec les belles journées ensoleillées, presque trop ensoleillées. J'ai hâte qu'il pleuve un peu plus, pour être tout à fait sincère, parce que nous n'avons vraiment pas beaucoup d'eau, pour ne pas dire quasiment pas dans la mare. Mais bon, je vais vous montrer ça. Là, je vais vous faire un petit point sur, sur l'entrée dans l'automne et les petites préparations que l'on fait à ce moment-là, puisque ça y est, le plein boom est passé, la saison des naissances est finie. Donc là, on commence à préparer un petit peu ce qu'il faut pour l'hiver. Donc il y a un ensemble de petites choses dans cette vidéo. C'est juste une façon de vous rappeler en fait que ce n'est pas parce qu'on arrive à la saison creuse qu'il n'y a plus rien à faire. En réalité, on profite de la saison creuse pour se mettre à jour sur tout un tas de petites choses qu'on aurait dû faire tout au long de l'année et puis qu'on n'a pas fait parce qu'on s'est laissé déborder. Et donc bah maintenant, voilà, ça y est, on s'y met. Et puis il y a eu quelques petits trucs pas sympas non plus, comme une poule qui s'est, deux poules même qui se sont fait attraper par des rapaces. Donc je vous explique tout ça. Suivez-moi. La semaine dernière, sur 2 jours de suite, j'ai eu la mauvaise surprise de retrouver, ou pas d'ailleurs, 2 poules qui se sont faites attraper par un rapace. Alors en fait, la première, bon bah voilà, on l'a retrouvée bien amochée, morte évidemment, hein, mais le corps bien amoché, et on n'avait rien vu, on n'a rien vu venir. Mais la deuxième, par contre, on a vu le rapace. On l'a vu au sol, on l'a vu s'en prendre à quelque chose au sol, et le temps qu'on arrive en hurlant près de l'enclos, évidemment, le rapace était parti, et pour le coup, nous n'avons rien retrouvé, si ce n'est qu'une un amas de plumes blanches. Donc voilà, 2 poules en 2 jours, c'est un peu ralent, surtout que bah, les rapaces, on va pas se mentir, c'est quand même assez difficile de s'en prémunir. Soit c'est dans une volière, mais bon, moi je veux qu'elles aient plus de place que ça, donc je peux pas les mettre dans une volière. Soit il faut faire un système de filet, mais mine de rien, c'est pas si évident non plus les filets, parce que soit on le met un peu à l'arrache et ça veut dire que bah il est assez bas et puis qu'il fait des creux et puis que nous on peut plus rentrer dans l'enclos. Enfin après pour l'éleveur, ça devient pas confortable du tout. Et puis mine de rien, il y a de la surface aussi, donc c'est aussi un coût, c'est du temps d'installation, enfin c'est compliqué. Donc ce que je compte faire, c'est parce que je l'ai vu faire ailleurs, c'est planter un piquet au milieu de l'enclos, un piquet assez haut. Il faut que je me débrouille pour qu'il fasse bien 3 mètres, 3-4 mètres. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais en mettre deux fixés l'un avec l'autre. Enfin, je sais pas. Il faut que je me débrouille pour avoir un véritable mât de cocagne au milieu de l'enclos. Et de ce mât qui d'ailleurs, faudra que je me méfie, pourrait bien servir de perchoir aux rapaces. Donc attention quand même. Mais de ce mât, je ferai partir j'allais dire des câbles. Idéalement des câbles, mais sinon, dans un premier temps, ce sera des ficelles un petit peu façon chapiteau. Et c'est vrai que ça, je l'ai vu ailleurs, les rapaces n'aiment pas trop ce genre de choses parce que même si en plongeant, ils peuvent quand même passer, ils comprennent très vite qu'ils vont avoir beaucoup de mal à ressortir quand même. Donc ça peut être un bon système pour éviter que la volaille se fasse attaquer par les rapaces qui sont quand même de redoutables prédateurs. Mais en attendant, parce que mine de rien, c'est quand même du boulot de faire ça, eh bien, j'ai fait plus simple. J'ai juste mis des palettes ici sous forme de tipi un peu. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, là, ici dans l'enclos, j'ai mis un système de palettes que j'ai attaché voilà, le plus simplement du monde avec un serre-flex, voilà, qui tient mes deux palettes, voilà, les deux serre-flex tiennent les deux palettes ensemble pour être sûr que ça ne se casse pas la figure sur les poules, parce que là, pour le coup, ça les assommerait et j'aurais tout faux. Mais ce type d'installation, en fait, ça permet tout simplement, déjà, bah, d'utiliser un petit peu l'espace. Donc, ça veut dire que c'est moins plat, c'est moins dégagé pour un rapace, qui voit plus d'obstacles au sol. Et puis surtout, ça fait des petits abris. Et donc, si les poules sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elles peuvent quand même se mettre à l'abri. Bon, alors je vous cacherai pas que c'est quand même un petit peu limite comme, enfin limite, je veux dire un peu superficiel comme système, hein. Ça va pas nous mener très loin, mais mine de rien, le fait de proposer des abris quand même aux poules, et puis j'en ai mis plusieurs dans, voilà, dans le grand enclos là. Donc j'espère que, en tout cas depuis, j'ai pas eu de soucis, mais je ne me fais pas d'illusions, c'est quand même pas vraiment suffisant. Mais bon, entre l'espace que ça prend et donc les obstacles que ça donne aux rapaces d'une part, et puis l'abri que ça confère aux poules, l'un dans l'autre, c'est quand même une petite astuce pour pas cher et puis vite fait, qui peut quand même vous intéresser et vous rendre service. Toujours dans la série préparation de l'automne, je vous avais montré il y a déjà quelque temps dans une vidéo que je faisais des petits bacs en plastique encore, mais on avait fait la remarque, oui c'est vrai, je reconnais, c'est encore en plastique. J'avais fait des petits bacs en plastique pour faire un abri pour comment on appelle ça? Le bain de poussière, le fameux bain de poussière pour les poules. Vous savez, eh bien je vais vous montrer du coup ce que ça donne.
Alors voilà, voilà le bestiau. Ici, donc j'ai un bac en plastique. En fait, c'est un petit coffre de rangement pour le jardin. Sauf que je n'ai pas mis le couvercle et puis je l'ai redressé, je l'ai mis à la verticale. Mais c'est vendu en tant que petit coffre de rangement pour jardin. Eh bien, ce petit coffre-là, donc il est en plastique, c'est-à-dire que ça permet d'avoir en dessous des choses qui sont à l'abri de l'humidité, c'était tout l'intérêt de la chose. Et puis à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai positionné une cagette avec mon fameux bain de poussière. Alors, je vous en reparle un petit peu plus de ce bain de poussière. Alors, ce bain de poussière, comment est-ce que je le fais? Je vous en avais déjà parlé. En fait, je mélange 2 choses. Je mélange de la cendre et de la terre de diatomée. Je mets beaucoup plus de cendre que de terre de diatomée. Alors en fait, la cendre, bon, elle vient d'où déjà? Elle vient de notre cheminée puisque nous nous chauffons au bois. Donc ça, c'est facile. C'est de la cendre que j'avais gardée de l'année dernière déjà, puisque nous n'avons pas encore commencé à chauffer cette année, volontairement. Il fait pas très chaud dans la maison, mais c'est vrai que déjà l'année dernière, alors c'est pas parce que Monsieur Macron l'a dit, hein, c'était une décision tout à fait personnelle. On s'était déjà fait la réflexion l'année dernière. On chauffe très tôt parce qu'il fait frais tôt. On chauffe longtemps tard au printemps parce il fait froid encore tardivement. Donc c'est vrai qu'on passe un nombre de stères de bois absolument phénoménal. Donc on avait pris une décision l'année dernière de se dire bon bah ça suffit. Maintenant on chauffe de la Toussaint à Pâques. On veut pas savoir quel temps il fait, on chauffe de la Toussaint à Pâques. Donc c'était prévu comme ça chez nous, on ne chauffe pas tant que c'est pas la Toussaint. Bref, toujours est-il que du coup, la cendre que j'ai, c'est de la cendre qui date de l'hiver dernier, que j'avais stockée. Alors évidemment, une fois qu'elle est refroidie, je la stocke dans des gros sacs. Vous savez, ces sacs en papier très épais de farine, les sacs de 25 kilos de farine par exemple. Eh bien, c'est dans ce type de sac que je stocke ma cendre froide, je répète, hein, évidemment. Et donc là, je l'ai ressorti pour l'occasion. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, déjà, je l'ai tamisé. Je l'ai tamisé parce que ça, j'avais remarqué, si la cendre n'est pas tamisée, les poules n'aiment pas. C'est-à-dire que quand on récupère la cendre de, de la cheminée directement ou de la cuisinière à bois, eh bien, forcément, il y a des gros morceaux de bois carbonisé, de charbon, mais c'est pas, il n'y a pas que de la poussière. Et puis, on peut même avoir, vous savez, un peu de ferraille, si jamais on a fait brûler un bout de palette, un truc qui nous restait, il peut y avoir un clou, une agrafe, enfin ce genre de choses. Donc il faut évidemment être très prudent sur ce qui est dans ce mélange-là, et c'est important de le tamiser pour retirer tout ce qui pourrait blesser les poules, évidemment. Et puis parce que de toute façon, les poules, bah, ou en tout cas les miennes, je sais pas, elles sont peut-être un petit peu luxueuses, elles ont peut-être des goûts de luxe, mais j'ai remarqué que si ce n'était pas parfaitement tamisé, elles n'y allaient pas en fait. Il faut vraiment que ce soit un bain de poussière, pas un bain de saleté. C'est pas la même chose et ça ne marche pas de la même façon pour les poules. Donc de la cendre que je tamise. Alors pour la tamiser, vous savez, j'ai comme un chinois de cuisine qui est réservé pour l'élevage, mais voilà, hein, c'est tout simplement dans la passoire en fait, hein, l'espèce de chinois, que je passe tout ça pour avoir une cendre complètement tamisée. Je mets beaucoup de cendre et je mets un peu de terre de diatomée. Je mets les deux. La terre de diatomée, elle est parfois critiquée, disant que soit que ça sert à rien, soit que c'est dangereux, que ci, que ça. Moi, j'en suis très contente. J'en suis très contente, mais je connais quand même les inconvénients de la terre de diatomée, à savoir que c'est très volatile et que ça peut donc endommager, parce qu'on le respire, les voies pulmonaires, donc c'est vrai qu'il faut les voies respiratoires, donc c'est vrai qu'il faut être prudent. Et je préfère donc ne pas l'utiliser seul, pur, parce qu'effectivement, si les poules commencent à gratter dans la terre de diatomée, ça en met partout, c'est très volatile et ce n'est pas bon pour leur système respiratoire. Voilà, donc ce que je fais là, c'est que je tamise la cendre et je mets de la terre de diatomée les deux ensemble. Pourquoi? Parce que avec la cendre, on voit un petit peu d'ailleurs quand c'est un petit peu plus clair, c'est de la terre de diatomée là. Quand c'est mal mélangé, vous voyez? Voilà. On en voit aussi un petit peu ici. Voilà. Quand c'est un petit peu plus clair, il y a peut-être des endroits où j'ai mal mélangé et où je pourrais vous montrer peut-être dans les coins. J'avais quand même pas mal mélangé, hein, mais voilà, ici on en voit aussi un petit peu. Quand c'est plus clair, c'est de la terre de diatomée. Mais en fait, voilà, je mélange la terre de diatomée et la cendre parce que la cendre alourdit l'ensemble. La cendre alourdit et ça fait que c'est beaucoup moins volatile que s'il n'y avait que de la terre de diatomée. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même intéressant. Et malgré tout, je ne mets pas non plus que de la cendre parce que je trouve, moi, que la terre de diatomée est réellement efficace. Donc voilà, j'ai pas de raison de m'en priver. Et j'en mets vraiment copieusement. C'est-à-dire que là, si je creuse, voilà, j'ai bien. Attendez, on va mettre à plat pour avoir une idée. Avoir une idée quand même. Ouais, j'ai bien 5 centimètres de profondeur dans ma cagette. Voilà. Donc, et c'est extrêmement fin. C'est vrai, c'est une vraie poussière. Voilà. Et ça plaît bien aux poules. Donc, je le mets à l'abri
Dans mon petit bac en plastique, là, dans mon coffre, j'ai orienté le coffre de façon que les pluies dominantes arrivent par l'arrière, là où c'est fermé, et qu'à l'avant, a priori, ça ne prenne pas la pluie. Alors pourquoi est-ce que je m'en préoccupe maintenant de ce bain de poussière? Eh bien, en fait, il faut dire que tout l'été, les poules n'en avaient pas vraiment besoin, enfin si, elles en avaient besoin, mais elles n'avaient pas besoin que je leur fournisse le bain de poussière, puisqu'en fait la terre était tellement sèche, je ne vous apprends rien, qu'elles pouvaient se le faire tout seules, le bain de poussière, toutes seules. C'est-à-dire qu'elles font ce qu'on appelle des nids de poules, c'est-à-dire des creux dans la terre, et puis comme c'est bien sec, eh bien elles gratouillent, ça fait voler un petit peu de terre sèche, elles se mettent dedans, et voilà, elles se font toutes seules leur bain de poussière. Mais arrivé à l'automne et à l'hiver, eh bien, la terre normalement est moins sèche. Alors pour l'instant, ça se voit pas encore beaucoup, mais normalement la terre devient moins sèche. Elle peut même être franchement boueuse au bout d'un moment. Et donc les poules ne peuvent plus toutes seules se faire leur bain de poussière. Et c'est là que nous, éleveurs, nous intervenons et que nous devons leur fournir un bain de poussière. On peut tout à fait le fournir aussi au printemps, à l'été, c'est pas interdit, mais disons que c'est moins nécessaire. Là, à l'automne et à l'hiver, si nous ne leur fournissons pas de quoi prendre un bain de poussière, eh bien elles ne pourront pas le faire. Donc c'est pour ça que je m'en préoccupe maintenant, c'est-à-dire que je prépare là début octobre, l'automne et l'hiver qui viennent pour qu'elles aient des bains de poussière. Donc là, j'ai préparé 2 bacs pour l'instant. Il faut que j'en prépare 2 autres, voire oui, encore 2 autres. Mais eh bien, je n'ai plus de cendres. Je vous ai dit, c'est la cendre de l'année dernière. Et là, ça y est, je suis arrivée au bout de mon stock. Ce n'est pas grave. Nous allons bientôt chauffer. D'ici 3 semaines, nous allons commencer à chauffer. Donc à ce moment-là, je récupérerai la cendre de l'année et je continuerai. Mais ça, c'est important. Faites-le aussi chez vous. Si vous avez des poules, c'est le moment de vous mettre à jour sur les bacs à poussière pour les bains de poussière des poules. Si vous, soit vous n'en avez pas, soit vous en avez peut-être que vous aviez préparé il y a quelques mois, ben voilà, c'est le moment de vous y remettre. Vous le renouvelez, vous le faites bien propre, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'elles soient à l'aise avec leur bain de poussière à l'automne et à l'hiver. D'ailleurs, en parlant de nid de poule dans le sol, il faut que je vous montre quelque chose aussi. Ça, c'est un truc qui m'étonne toujours quand on voit certaines vidéos, notamment de poules d'ornement, justement, où on voit que les poules se promènent sur un sol, mais nickel, avec de l'herbe, évidemment, ça c'est important, mais surtout un gazon, limite on dirait un terrain de golf. Alors là, je ne sais pas comment font ces éleveurs. Si vous avez des astuces, je suis preneuse, parce que moi, mon sol, il est défoncé. Je vous montre. Ici, dans les enclos, là, alors bon, pour ce qui est avoir de l'herbe tout le temps, ça c'est bon, je maîtrise. L'alternance entre deux parcelles, ok, ça je sais faire. Mais par contre, quand elles font leur nid de poule partout, mais c'est fou, j'ai des trous partout. Non mais franchement, c'est un coup à se faire une cheville quand on va dans les enclos. Je vais vous montrer un petit peu plus loin, par là. Là, c'est pareil, franchement, tout partout, là, tout ce que vous voyez, mais il y a des trous de fou. C'est vraiment enfin, le sol est complètement, enfin, j'allais dire labouré, non, si c'était que ça. Le sol est vraiment avec des creux et des bosses partout, partout, partout. Rassurez-moi, c'est comme ça aussi chez vous? Je sais pas, dites-moi, parce que là, c'est vrai que je me dis que mon sol est quand même vraiment en piteux état. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Du côté des palmipèdes, j'ai repaillé la toute petite partie, la petite courette qu'ils ont ici, pour être sûr que ce ne soit pas boueux, évidemment. On remplit régulièrement l'abreuvoir, mais ça, c'est pas du tout spécifique à l'entrée dans l'automne. J'attends désespérément que la mare se remplisse. Au printemps et en été, on a énormément de végétation autour de la mare. Des iris d'eau, notamment beaucoup d'iris d'eau. Et puis tout un tas d'autres choses. Et je pense que c'est assez intéressant parce que ça héberge une biodiversité superbe entre les grenouilles, les œufs de grenouilles et puis tout un tas de petits insectes. Voilà. Donc c'est très bien qu'on ait tout ça. Mais à l'automne-hiver, évidemment, ça fane ou ça disparaît plus ou moins, ça repart l'année suivante. Et là, c'est vrai qu'on avait un petit souci parce que on était un peu envahis, c'est-à-dire que ça prenait trop de place dans la mare. Et donc, ce que mes enfants m'ont proposé, c'est d'en retirer une partie. Alors, j'ai bien dit une partie seulement. L'idée, c'est d'en retirer entre un tiers et la moitié, mais surtout pas tout, justement pour préserver cette biodiversité et ne pas détruire toute la vie qu'il y a là-dedans. Donc, on en a retiré une partie, on en a laissé une très grosse partie aussi. Et puis, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, nous recommencerons. Mais pour l'instant, voilà, il en reste un petit bout, mais surtout, surtout, là où je veux en venir pour les travaux que vous avez aussi à faire à l'automne, c'est que moins de végétation dit aussi plus de parties à découvert, et notamment, alors je ne sais pas si on le voit d'ici, attendez, je vais essayer de vous trouver. Hop, là, je vous ai fait tomber. Non. Ah mais si on le voyait en fait, c'est juste là, là.
je suis allée trop loin. En fait, on le voyait d'ici. Regardez ici, là où il y a mon doigt. Vous voyez ça? On va aller voir de plus près, je vous montre. Bon, même si c'est tout boueux, on a quand même les deux canetons qui aiment beaucoup se mettre ici. Donc, on a foie gras en blanc. Et puis, regardez magret, on ne le voit presque pas. C'est le petit canard sauvage, le petit canard colvert que nous avions sauvé. Il est là aussi. Voilà, c'est ça que je vous montrais tout à l'heure qui était derrière moi. Vous le voyez? Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, c'est qu'en fait, cachés derrière les iris d'eau, nous avons deux buses qui partent de la mare et qui enlèvent le trop-plein en fait, et le trop-plein va se jeter dans, voilà, plus loin de l'autre côté, en dehors de chez nous. Et donc ces buses ici, forcément, elles sont assez grosses quand même, et ça nous pose des problèmes parce que tant que c'était caché par la végétation, on n'était pas trop inquiet. Mais maintenant qu'il n'y a plus de végétation devant, nous craignons quand même que les canetons passent par là. Donc, regardez ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait à mes heures perdues, un petit grillage de sécurisation. Voilà, donc ça, vous l'aviez compris, c'est pour surtout les deux canetons de l'année. Je vous rappelle qu'on les avait appelés pour s'amuser foie gras et magret. Il semblerait que ce soit finalement deux femelles. Ça ne va plus être foie gras et magret, mais magrette plutôt et foigrette. On trouve ça plus rigolo. Donc nous avons donc magrette et foigrette qui sont les deux canetons de l'année. La différence de gabarit entre le canard colvert et le canard blanc d'Allier, qui est donc un canard fermier, c'est vraiment assez marrant, hein, parce que regardez, là on voit donc le caneton de l'année, hein, ça c'est le canard blanc d'Allier. Et on voit ici, enfin on voit, on devine, hein, parce que c'est un canard sauvage, donc il se cache, et c'est des couleurs qui sont beaucoup plus discrètes. On a ici le caneton colvert, et pourtant le caneton colvert a une semaine de plus que le canard blanc de l'Allier. Je vais essayer de vous les filmer de plus près pour que vous vous en rendiez compte. Alors c'est amusant parce que le canard colvert ici, la magrette, eh bien je pense que c'est une femelle, et elle commence à se rendre compte qu'elle peut voler, ce qui n'est pas du tout le cas de nos canards de basse-cour. Et donc elle fait quelques essais, et je me demande du coup si elle va rester avec nous ou si elle va aller vivre sa vie, je ne sais pas. C'est vrai que c'est l'époque où elle pourrait commencer à se dire qu'elle voudrait peut-être migrer et aller dans des endroits plus chauds. Mais en même temps, voilà, je pense qu'elle a ici le gîte et le couvert, donc peut-être qu'elle restera, à moins que l'instinct soit plus fort, je ne sais pas. Sinon, les projets, parce qu'il y en a des projets, évidemment. Les projets pour cet hiver notamment, c'est d'avoir des bâtiments. Enfin des bâtiments, je m'entends. Vous le savez, je monte la ferme. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis partie de rien, et puis voilà, au fur et à mesure, j'augmente un petit peu comme je peux. J'ai d'autres projets, mais je me rends compte que je suis évidemment bloquée par le fait de n'avoir aucun bâtiment agricole. Alors je n'ai pas du tout envie d'avoir un grand hangar ou ce genre de choses. Ça ne va pas du tout avec mon projet d'esthétique et d'environnement, de cadre de vie. En revanche, je voudrais installer des petits chalets style abri de jardin, tout simplement, mais d'en avoir plusieurs, ou alors assez grands, enfin je sais pas, il faut que je vois, de façon à avoir de la place pour ranger, pour stocker mes grains correctement, et puis pour stocker du matériel, pour stocker les couveuses, et puis pourquoi pas, si j'arrive à faire venir l'électricité jusque-là, pour y installer les couveuses, l'éleveuses, etc. Enfin voilà, j'aimerais commencer à m'organiser un petit peu mieux, plutôt que faire de la bidouille à cheval entre la maison d'habitation et la ferme. Alors évidemment, ce projet a un coût, donc c'est pas, voilà, c'est pas si évident. Je suis dessus depuis un petit moment, mais je vous en dirai plus dans quelques temps. Mais je me rends compte quand même avec le temps que on ne peut pas juste se dire ce qui compte, c'est que les animaux soient bien et puis nous on se débrouille. Non, 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 non. L'éleveur aussi doit être bien, et ça c'est pas si évident. J'espère pouvoir vous en dire un petit peu plus très bientôt sur ce projet de chalet de construction, parce que ça pourrait aussi vous donner des idées. Et si vous avez des astuces là encore ou des recommandations à me faire, n'hésitez pas, je suis preneuse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la suite des aventures. Mettez un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt.